Vous aimez les jeux épiques, les jeux qui racontent une histoire, vous aimez ces parties uniques dont vous vous souviendrez encore dans 20 ans. Bonjour les gameuses et les gamers, vous êtes chez... Eh ben non! Vous n'êtes pas sur la chaîne de Jean-Michel Grosjeu, mais sur Jojo Joue, un nouveau type de vidéo sur The Incredibles. Je, c'est-à-dire Joël, me lance à mon tour sur des vidéos règles de jeux plus ou moins costauds en utilisant des animations. Je commence par un jeu très simple, je dirais même trivial, PAX Renaissance 2e édition. Alors pourquoi cette série de vidéos? Premièrement, pour faire connaître PAX Renaissance en vulgarisant ses règles. Et ça va être très vulgaire. Deuxième raison, nous sommes en 2024 au moment où je conçois cette série, puisqu'elles vont certainement passer à la postérité. Vous êtes peut-être en 2142. Sachez qu'en cette année 2024, c'est le jeu de plateau auquel je joue le plus, même contre des joueurs médiocres comme Jonathan. Troisième raison, je fais cela pour relever un défi technique, celui de débroussailler mes connaissances en animation. Mais tout le monde s'en fout. Bon, assez parlé de moi, parlons du jeu. Je vais couvrir les règles de PAX Renaissance en une série de 73 vidéos. Donc, c'est un jeu épique de la famille Eklund père et fils, j'ai nommé Phil, le papa, et Matt, le fiston. La deuxième édition est éditée par Ion Games et localisée par 500 nuances de geek et trouvable dans toutes les bonnes crèmeries. La famille Eklund est connue pour faire des jeux assez complexes et simulationnistes, papa étant ingénieur fusée. La série des BIOS, BIOS Genesis, Mesofauna, Megafauna, Origin, Night Frontier for All et Interstellar. Une série de PAX, PAX Porphyriana, PAX Transhumanity, PAX Renaissance, PAX Émancipation, etc. Station Fall, un jeu d'ambiance qui demande 2 heures d'explication pour 1 heure de partie, mais il paraît que c'est immersif. Zoomons sur PAX Renaissance puisque vous êtes là pour ça. Bon, dans ce jeu, on joue dans l'Europe géographique dans notre 15e siècle, dont je ne connais absolument rien, dans un monde qui est en transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. PAX Renaissance a 3 spécificités. La première, c'est que c'est un jeu de la série des PAX. Alors, on entend parler des PAX, qu'est-ce que c'est PAX? PAX signifie paix en latin, et pourtant Dieu sait si on va se mettre dessus, et surtout sur Jonathan. Alors pour la petite histoire, PAX Porphyriana signifie la paix porphyrienne, donc c'était le premier jeu de la série, et ça désigne les quelques 30 ans de règne du dictateur Porfirio Diaz au Mexique. C'est la période où se déroule le jeu. Let's play. D'après BGG, la série des PAX, qui est une catégorie à part entière, se caractérise par un thème historique, un marché de cartes, une économie fermée et une courbe d'apprentissage abrupte. Bon, selon moi, on peut rajouter au-delà du marché de cartes, une fin qui est déclenchée par un événement de la rivière de cartes, et des conditions de victoire un peu floues qui dépendent de la situation du jeu au moment où se déclenche la fin. Deuxième spécificité de PAX Renaissance, on ne va pas jouer un camp précis. Le plateau de PAX Renaissance représente l'Europe et une partie du Moyen-Orient qui est divisée en 10 empires, donc 10 cartes en fait, et on verra 3 religions, les religions principales de l'époque qui sont la religion catholique, musulmane et protestante. Je dis de l'époque, mais en fait ça n'a pas vraiment changé. Alors, la caractéristique du jeu, c'est qu'on va ni jouer un monarque ni un chef religieux, mais une banque italienne, oui, qui, avec son influence et son argent, va ourdir, instiguer des événements, manipuler le destin des nations, des religions, pour s'approcher d'une des 5 conditions de victoire. Et les 5 conditions de victoire vont jouer sur des axes qui sont complètement différents. Troisième spécificité, les auteurs, comme je l'ai dit, sont Phil et Matt Eklund, et comme je l'ai déjà dit, c'est un jeu aux règles complexes et exigeantes. Donc la complexité BGG est évaluée à 4,62. C'est donc un jeu de niche, et je vous préviens, vous allez prendre copieux. Mais non, tout va bien se passer. Bon, il est temps de rentrer dans le jeu. Dans les minutes qui suivent, je vais 1. Décrire la mise en place du jeu, ce qui sera l'occasion de décrire le matériel et donner quelques éléments de vocabulaire. Et 2. Conclure par un survol stratosphérique du flow du jeu et des conditions de victoire. Parce qu'on n'est pas là pour vendre des cravates, on est là pour jouer, on est là pour gagner, sauf Jonathan. Commençons par la mise en place du jeu, ce qui sera l'occasion de détailler le matériel fourni dans la boîte et d'introduire des notions clés. Première étape, chaque joueur prend une banque au hasard parmi les 4 disponibles. Alors j'insiste là-dessus, il vaut mieux prendre une banque au hasard, parce que chacune comporte une légère asymétrie sur la position de départ. Moi j'ai toujours l'habitude de jouer les bleus, mais c'est ce que j'ai fait pendant les premières parties, mais c'est s'enfermer dans une seule position de départ, et c'est pas recommandé à moyen terme. Donc on prend le plateau de la banque, et on le place sagement devant soi. On prend les pièces à sa couleur, qui sont les pions d'échecs.
Alors, ce sont les seules pièces qui appartiennent à un joueur. Il y a d'autres pièces, vous pouvez voir qu'il y a des cavaliers, des tours, des fous, mais j'insiste, ce ne sont pas des pièces qui appartiennent aux joueurs. Les seules pièces que l'on prend, ce sont les pions. Deuxième étape, chaque joueur va placer sa première concession. Chaque joueur place un de ses pions à sa couleur sur l'emplacement représentant le blason de sa banque sur le plateau de jeu. C'est sa première concession. Donc les pions représentent les concessions. Ces différents placements à différentes localisations, c'est justement la symétrie dont je parlais il y a quelques secondes. Donc une concession est toujours située entre deux territoires. Ça la permet de gagner de l'argent et d'organiser des votes, mais on verra l'utilisation en détail plus tard. Il y a sur le plateau des lieux entourés d'étoiles à 9 branches. Ce sont les emporiums. Alors j'ai vérifié la définition pour vous. Les emporiums sont des comptoirs commerciaux à l'étranger. Dans le jeu, ce sont les points de départ des routes commerciales. Alors c'est une notion importante. Les routes commerciales sont les lignes noires et blanches qui courent à travers le plateau et sur lesquelles, c'est pas un hasard, j'avais indiqué les positions possibles des concessions. Alors, les concessions vont permettre de récolter de l'argent le long de ces routes. On verra ça en détail plus tard. Il y a 3 routes commerciales pour l'ouest, les 3 lignes blanches, et il y a 3 routes commerciales pour l'est, les lignes noires. Mais à tout moment dans le jeu, une seule route de l'est et une seule route de l'ouest est ouverte. À l'installation, on va placer un disque noir sur Novgorod et Tombouctou pour indiquer que ces routes commerciales sont fermées. La seule route de l'est ouverte au départ part de Tana, qui est la capitale de l'Empire byzantin. On place de manière similaire un disque blanc sur les îles aux épices et la mer Rouge pour indiquer que ces routes commerciales sont fermées. Donc la seule route de l'ouest ouverte au départ part de Trésibon. Évidemment, je reviendrai sur le concept de route commerciale, comment on les utilise, comment on gagne de l'argent plus tard. Quatrième étape, on place les pièces de la classe dirigeante sur les capitales des 10 empires. Alors oui, c'est une notion très importante, la classe dirigeante. Elle est composée des tours et des cavaliers, toutes couleurs confondues. Les tours représentent des nobles dans leur château, donc ils sont immobiles. Les cavaliers représentent la cavalerie. Les capitales sont distinguables dans leur territoire par leurs lettres en majuscules. On place les tours et cavaliers avec les couleurs adéquates telles qu'imprimées sur le plateau. Alors oui, petit problème d'édition d'Ion Games, on peut confondre les couleurs de la classe dirigeante et les couleurs des joueurs, en particulier le vert. Mais cela n'a rien à voir. Les classes dirigeantes sont manipulées par tous les joueurs, mais les couleurs représentent leur religion. Doré pour les catholiques, vert pour les musulmans, rouge pour les protestants. Cinquième étape, on constitue 2 pioches des cartes de marché situées en bas du plateau. Les pioches de l'Est et de l'Ouest. Alors, les cartes de marché sont très riches en symboles et en texte, c'est même intimidant, mais je détaillerai ça plus tard et vous verrez que ce n'est pas si compliqué. Enfin bon, je dis ça, mais c'est la complexité du jeu. Les cartes de l'Ouest ont un liseré blanc à droite et un dos blanc, celles de l'Est, un liseré noir à gauche et un dos noir. Globalement, dans le jeu, le blanc symbolise l'Ouest et le noir symbolise l'Est. On l'a déjà vu pour les routes commerciales et pour les emporiums. Pour l'instant, on écarte les cartes comètes, il y en a 2 pour l'Est et 2 pour l'Ouest. On choisit au hasard 12 cartes de l'Est et 12 cartes de l'Ouest pour former les bases des 2 pioches. On mélange les 2 cartes comètes de l'Est dans le tas de l'Est, les 2 cartes des comètes de l'Ouest dans le tas de l'Ouest. On mélange chaque tas séparément, puis on rajoute au hasard, au-dessus, 4 cartes par joueur. Donc 8 cartes à 2 joueurs, 12 à 3 joueurs, 16 à 4 joueurs, etc. Enfin je dis etc, on ne joue pas à plus de 4. On a donc pour 2 joueurs 22 cartes, 12 plus les 2 comètes plus 8 dans chaque pioche, 26 cartes dans chaque pioche pour 3 joueurs, etc. Et là je vous laisse faire les maths pour le 4e joueur. On pioche et installe les 2 rivières de l'Est et de l'Ouest. 6 cartes de chaque pioche, dont la première est installée au premier emplacement tout à gauche, face cachée. Il y a 4 cartes carrées indiquant les conditions de victoire. On les appelle cartes de victoire, c'est bien fait. Elles ont 2 faces, actives et inactives. 6e étape, on place les cartes de victoire sur le côté gauche du plateau, face inactive. On en reste là pour l'instant, mais je parlerai des conditions de victoire avant la fin de cette vidéo, surtout pour Jonathan. Il y a 10 cartes carrées supplémentaires, les cartes empire. Alors de droite à gauche et de bas en haut, vous avez l'Angleterre, la France, le Saint-Empire, qui est l'équivalent de l'Allemagne et de l'Autriche, la Hongrie, le territoire byzantin, qui est aujourd'hui la Turquie, le Portugal, Aragon, une partie de l'Espagne et de l'Algérie, les États du Pape, Ottoman et Mamelouk. Alors pour ceux qui ont suivi, je suis dyslexique. Une carte empire a 2 faces, un côté république, face blanche, et un côté royaume, face dorée. Alors vous voyez qu'il y a des symboles et du texte sur ces cartes aussi, un peu comme sur les cartes marché, et ce n'est pas un hasard.
On va pouvoir les ajouter dans nos tableaux de joueurs, on verra comment plus tard. Remarquez aussi, et c'est très très important, les symboles ne sont pas les mêmes face royaume et face république. Idem, on verra tout ça plus tard. Pour l'instant, 7e étape, on place les 10 cartes empire sur leur localisation, côté doré face royaume, ou on peut appeler ça face roi. Quand une carte royaume est sur le plateau, elle n'appartient à aucun joueur. On dit que le roi est sur son trône. Je fais un aparté sur les cartes territoire. On n'en a pas besoin pour la mise en place, mais comme cela fait partie du matériel fourni, je vais introduire à quoi elles servent. On le voit sur le plateau, il y a 10 pays. Prenons l'exemple de la France. Il y a 4 cartes qui la représentent. Les villes sont les mêmes, mais on n'y recrute pas les mêmes unités. De plus, on voit un symbole religieux sur 3 des cartes. Alors à quoi ça sert? Un pays peut basculer en théocratie. Alors pour rappel, une théocratie est un pays dont le gouvernement est subordonné à une religion, voire le chef d'État est un chef religieux. Dans ce genre de pays, il ne fait généralement pas bon y être une femme. Quand un pays devient une théocratie d'une des 3 religions du jeu, on place sur le plateau du territoire la carte qui correspond à la religion en vigueur, celle dont la carte porte le symbole religieux correspondant en son centre. Vous pouvez noter qu'au début du jeu, les États du pape sont une théocratie catholique, pas de surprise, et le sultanat de Mamlouk est une théocratie musulmane. On reviendra sur tout ça évidemment plus tard. Pour l'instant, on laisse ces cartes de territoire tranquilles. Je voulais juste vous embrouiller. 8e et dernière étape, on place tout l'argent, c'est-à-dire les pièces en plastique jaune, là, sur le bandeau rouge à droite du plateau, appelé la Chine. Alors si une pièce dépasse, ça marche pas, on ne suit pas les règles. Il faut que la totalité des pièces fasse contact avec ce bandeau rouge parce que c'est marqué dans la règle. La Chine, c'est comme la banque au Monopoly. Et d'ailleurs tiens, comme je suis rebelle, je vais appeler ça la banque. Le premier joueur reçoit 3 florins de la Chine, de la banque, et chaque joueur suivant dans l'ordre du tour reçoit 1 florin de plus. Donc 4 florins pour le deuxième joueur, 5 florins pour le troisième joueur. Il faut vraiment que je vous tienne la main jusqu'au bout, c'est 6 florins pour le quatrième joueur. Voilà, l'installation est faite. Il y a du matériel qui est très riche en icônes, ça paraît compliqué, c'est compliqué. J'espère que ce sera plus simple après la série de vidéos. Mais en tout cas, la mise en place est simple et prend pas beaucoup de temps, sauf si vous voulez l'expliquer avec une animation. Et là, ça peut prendre très longtemps. Compromis chose due, après la mise en place, je vais donner un aperçu stratosphérique du flow du jeu. À son tour, un joueur peut faire 2 actions parmi 6, puis c'est au tour du joueur suivant. En très gros, on va acheter des cartes dans les rivières et les jouer pour les ajouter dans son tableau. En fait, dans ces tableaux, parce qu'on a un tableau à l'est et un tableau à l'ouest. Les cartes de l'est vont dans le tableau de l'est, les cartes de l'ouest dans le tableau de l'ouest. Elles permettent aussi de rajouter des agents sur le plateau, c'est-à-dire des pièces, on l'a vu, principalement des pièces d'échecs. Les cartes comportent pour la plupart des one-shots, des événements, que l'on choisit de déclencher ou non au moment où on ajoute la carte dans son tableau. Il y a plusieurs types de one-shots, ils vont globalement changer les rapports de force avec les autres joueurs, en changeant la situation géopolitique, religieuse ou commerciale, en nous faisant gagner des empires, des royaumes, ou en transformant ces royaumes en républiques. Une fois les cartes ajoutées dans un de mes tableaux, est ou ouest, elles vont comporter des actions que l'on peut activer et des points de prestige de différentes catégories. Les points de prestige sont nécessaires pour la majorité des cartes de victoire. Ce qui est important à retenir, c'est qu'une carte a plusieurs rôles. Au moment où je la joue, et ça se produit une seule fois, et au moment où je l'active, ce que je peux faire plusieurs fois dans la partie. Il y a donc un parfum de wargame card-driven à la Twilight Struggle, Hannibal, etc. et de la construction de tableaux de cartes. Donc en gros, la rivière de cartes représente des possibilités d'action, pour moi ou pour mes adversaires. Je dois faire en sorte de me rapprocher d'une condition de victoire, et mieux, de plusieurs. C'est un peu comme au puissance 4, il faut savoir se créer plusieurs opportunités. Je parle comme quelqu'un qui joue très bien à ce jeu, je n'ai pour l'instant jamais gagné contre Vincent. Il faut croire que de la tourtière au caribou, ça fait gagner. Si je fais une action, je vois ce que pourront faire mes adversaires pour la contrer, ou au contraire gagner de leur côté. A l'inverse, je vois ce que je peux faire pour les contrer. C'est donc un jeu à informations connues, avec de nouvelles informations révélées tour après tour, c'est-à-dire des nouvelles cartes, c'est-à-dire des nouvelles possibilités d'action. Parlons de la fin du jeu. Il y a 2 fins possibles. Première fin, un joueur emporte une des 4 conditions de victoire présentes sur le côté. Comme je l'ai dit, les cartes victoire sont inactives au départ, il faudra d'abord en activer au moins une. Deuxième fin, à la fin d'un tour d'un joueur, s'il n'y a plus de cartes dans les pioches pour recompléter les rivières, la partie se termine immédiatement. Dans ce cas, une 5e condition de victoire se déclenche.
Puisqu'on parle de victoire, je vais faire un petit zoom là-dessus. Mais avant, je dois parler du prestige. On l'a déjà évoqué, mais il est temps de le détailler. Les symboles de prestige sont des icônes en forme de losange présentes sur les cartes Empire et les cartes des rivières. Il y a 6 prestiges différents. Le prestige loi, représenté par une figure de la justice qui porte une balance. Et comme toute justice, elle est aveugle. Le prestige découverte, représenté par un bateau. La Renaissance est une période d'exploration. Les prestiges religieux pour chaque religion du jeu. Donc on les a déjà vus, vous avez la croix catholique, le croissant musulman et la croix huguenote des réformistes. Dans ces règles, je parle de réformistes ou de protestants, à mon sens c'est à peu près la même chose à cette époque. Enfin, vous avez le prestige de Mécène, représenté par une tête de David. C'est la statue sculptée par Michel-Ange entre 1501 et 1504. Eh oui, j'ai Wikipédia. C'est le David qui affronta Goliath. Chaque icône de prestige est un point dans le prestige correspondant. Les points de prestige sont actifs quand ils sont dans le tableau d'un joueur. On verra comment ajouter des empires, des républiques et des cartes de marché dans son tableau dans les vidéos suivantes. Alors j'évoque rapidement les conditions de victoire et je reviendrai extensivement dessus tout au long des vidéos. C'est justement l'idée, surtout pour Jonathan. La première condition de victoire est la victoire de la Renaissance. Pour la déclarer, il faut dans son tableau avoir plus de républiques que les autres joueurs, donc les cartes Empire face blanche, et 2 points de prestige loi de plus que les autres joueurs. Si par exemple j'ai la République d'Angleterre et la carte de marché éteint de Cornouailles dans mon tableau, et que Jonathan par hasard a l'Empire de France obtenu par un mariage obscur, j'ai plus de républiques que lui, une seule suffit, et j'ai 2 prestiges de loi de plus que lui. Il n'en a pas, il n'a pas de prestige. Je peux prétendre à la victoire de la Renaissance et l'éclater. Deuxième condition de victoire, la victoire de la mondialisation. Pour la déclarer, il faut avoir 2 concessions en jeu de plus que les autres sur le plateau et strictement plus de points de prestige découvertes, donc les bateaux, dans son tableau. Si par exemple Vincent, après avoir mangé un gratin de pommes de terre à la cannelle, pommes de terre épluchées avec un Willer Willer 2006, a 7 concessions et que j'en ai une, et qu'il a honteusement soudoyé le souverain du Portugal, tandis que le brave roi de France me prête main forte, il a plus de 2 concessions de plus que moi, et strictement plus de prestige découverte que moi. Vincent peut lâchement prétendre à la victoire, comme d'habitude. Troisième condition de victoire, la victoire impériale. Pour la déclarer, il faut avoir dans son tableau 2 rois de plus que les autres quand on joue à 3 ou 4, et 3 rois de plus que l'autre quand on joue à 2. Ce sont donc les cartes Empire face dorée. C'est la seule condition de victoire pour laquelle aucun symbole de prestige n'est requis. Quatrième condition de victoire, la victoire religieuse. Il faut avoir le plus de prestige de la religion dominante. On verra beaucoup plus tard la définition d'une religion dominante. Enfin, 5e condition de victoire qui n'est pas représentée par une carte sur le côté, puisqu'elle se déclenche automatiquement, c'est la victoire des mécènes. Elle se déclenche automatiquement quand on ne peut plus recompléter une rivière car les 2 pioches sont vides. C'est une sorte de time-out. Pour la déclarer, il faut avoir le plus de prestige de mécène, c'est-à-dire le plus de têtes de David. Bon, je vais m'arrêter là pour la première vidéo. On a vu la mise en place, les conditions pour gagner, mais vous n'avez absolument aucune idée de comment y arriver. Un petit peu comme... Bon, j'arrête. Ce sera l'objectif des vidéos suivantes, vous décrire tout ça. Alors, je fais un aparté. Oui, aparté est un mot masculin. Dans la mise en place, on a mélangé dans les 2 pioches une fraction des cartes disponibles. Il y en a 168 en tout. Je fais la division pour Jean-Charles, ça veut dire 84 pour l'Est et 84 pour l'Ouest. Cela assure une rejouabilité énorme. Non seulement le sous-ensemble de cartes tirées pour une partie, mais à un ensemble de cartes données, l'ordre de sortie dans les rivières peut varier. Le corollaire, le panel des actions disponibles sera très différent d'une partie à l'autre. Et cela signifie même que certaines conditions de victoire seront difficilement accessibles dans certaines parties et beaucoup plus faciles dans d'autres. Alors, est-ce que cela induit beaucoup de hasard? Est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu de chance? Les parties que je fais avec Vincent, essentiellement, Jonathan, on est à peu près à jeu égal, indiquent que non, et clairement à mon avis non, et j'expliquerai pourquoi en temps voulu. Alors de manière plus informelle, je vais arrêter de lire mon script, j'en suis à plus de 40 parties, et c'est un jeu qui est extraordinaire, que je joue essentiellement à 2 ou à 3, à 4 ça me paraît trop long, alors je n'ai pas parlé de la durée de partie, mais une partie peut être vraiment très courte en nombre de tours. À 2, on peut gagner en 2-3 tours, c'est-à-dire vraiment rapidement, donc en dessous de la demi-heure.
et ça peut aller jusqu'à une demi-heure à 45 minutes par joueur. Il y a une application sur BGA qui est très très bien faite et que je présenterai en temps voulu. C'est essentiellement sur BGA que je joue. Beaucoup de choses sont simplifiées comme d'habitude quand c'est informatisé. Et je me servirai probablement donc, de Board Game Arena pour donner des exemples de parties un peu plus tard, peut-être après ces vidéos règles. Alors pour terminer le quiz de la première vidéo, vous allez pouvoir répondre en commentaire. C'est pourquoi est-ce qu'il vaut mieux éplucher des patates avec un Willy Waller 2006 ? J'attends vos réponses.